Comme c'est souvent le cas, chers téléspectateurs, c'est un débat d'actualité qui va nous fournir la matière de notre propos d'aujourd'hui. Depuis quelques mois, cela a été vrai à l'occasion de la campagne présidentielle, certains ont relancé l'idée d'une refondation du service militaire obligatoire que la France a connu pendant 2 siècles. Et je voudrais apporter à ce sujet le regard de l'historien en rappelant un petit peu comment se sont passées les choses en ce domaine. À l'origine, l'armée, la force des armes a été inséparable de la construction de l'État, de la construction de la France. Le général de Gaulle le rappelait de manière lumineuse dans les premières pages de son ouvrage intitulé « La France et son armée ». Tout cela était le fruit évidemment d'une longue évolution. Tout a commencé avec la monarchie capétienne et son armée féodale, quand le roi convoquait l'ost, convoquait le ban et l'arrière-ban de ses vassaux. Et puis au-delà de cette armée féodale, est venue se greffer ensuite une armée royale, notamment sous Charles V et Charles VII, quand on a vu apparaître des compagnies permanentes, régulières et soldées, et quand on a vu apparaître aussi une artillerie royale. Et puis tout cela a encore changé au fil du temps. À l'époque du grand siècle, Louvois va donner à son roi une armée qui va être la plus puissante d'Europe, forte de 200 000 hommes en temps de paix. Il s'agit là d'une armée régulière, d'une armée de métier, d'une armée soldée, donc, qui exclut dans le système qui était celui de l'Ancien Régime l'idée d'une mobilisation généralisée de la population. Nous sommes dans une société où chaque ordre a sa fonction. Le clergé prie, la noblesse combat, le tiers travaille. Donc la guerre, c'est l'affaire de la noblesse qui paie l'impôt du sang. Alors comme les conditions techniques et tactiques l'imposent, eh bien, il faut recruter des troupes soldées pour fournir les masses d'infanterie nécessaires pour gagner les bataille. À côté de cette armée de métier, de cette armée soldée, on peut aussi faire appel à la milice. Exceptionnellement, on tire au sort, dans le cadre des assemblées de paroisse, un certain nombre de paysans qui sont censés, en temps de guerre, occuper les places fortes à l'arrière des frontières, qui exceptionnellement peuvent être mobilisés en renfort. Ça sera vrai notamment pendant l'interminable guerre de succession d'Espagne. Mais ce système de la milice est extrêmement impopulaire dans les masses paysannes. On rechigne beaucoup à satisfaire ce type d'obligation. En témoigne ce qui se trouve dans les cahiers de doléances rédigés à la veille de la Révolution. Ils sont unanimes pour refuser ce principe de la milice. Alors, les choses vont changer avec la Révolution. La Révolution, on le sait, en 1790, l'Assemblée constituante va déclarer la paix au monde. Belle formule, mais qui évidemment ne va pas résister à la pression des faits. En 1792, l'Assemblée législative va déclarer la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, c'est-à-dire à l'empereur d'Autriche, qui verra la Prusse s'allier à lui. Et on va entrer dans un cycle de guerre qui va aller en se confirmant au fil des années, notamment après l'exécution du roi en janvier 93. Ça sera la formation de la première coalition contre la France. Donc les besoins en effectifs vont être considérables. Il va falloir trouver des solutions nouvelles pour faire face à cette situation d'une ampleur inédite. C'est dans ce contexte que la Convention décide la levée de 300 000 hommes en mars 1793. Levée qui s'opère dans des conditions, on le sait, difficiles, puisqu'elle va être un élément décisif dans le soulèvement des provinces de l'Ouest. Elle va entraîner de fait une guerre civile dans le pays où la nouvelle République tente de s'imposer par tous les moyens. Et comme cela n'est pas suffisant, à l'été de 1793, le Grand Comité de salut public, qui a installé une dictature révolutionnaire, eh bien, décide la levée en masse en août 1793. Ce sont tous les hommes de 18 à 25 ans qui sont mobilisés, et toutes les forces de la nation
mobilisation, puisque toutes les catégories de population seront mobilisées pour quelque chose. Les enfants devront gratter les murs des caves pour récupérer le salpêtre pour faire de la poudre. Les vieillards se feront porter sur les places publiques pour haranguer les jeunes guerriers. On a là le premier exemple d'une mobilisation totale. C'est une nouveauté évidemment complète que cette levée en masse, c'est une rupture complète avec ce qu'avait été dans ce domaine le monde de l'Ancien Régime. Tout cela va être institutionnalisé, régularisé avec la loi Jourdan de 1798 qui va installer dans la durée le principe de la conscription. Cette loi Jourdan, elle prévoit que tous les hommes de 20 à 25 ans devront 5 ans de service en temps de paix et seront mobilisés de manière illimitée en temps de guerre, mais cette mobilisation, cette conscription s'opérera en fonction des besoins. Ça, c'est un point important et qui va se confirmer au cours des années suivantes, sous le consulat et l'Empire. C'est en fonction des besoins militaires que la conscription va s'opérer. Napoléon, jusqu'à la campagne de Russie, mobilise à peu près le quart des effectifs potentiels, sans plus. Tout change avec le désastre qu'a été la campagne de Russie, suivie de la campagne d'Allemagne. Là, en 1813, il faut trouver des ressources humaines nouvelles. Et là, la conscription s'étend beaucoup plus largement et contribue à dresser l'opinion des campagnes contre l'empereur. C'est tout le contexte du fameux conscrit de 1813, Dirkmann-Chatrian. Quand la Restauration s'installe en 1815, eh bien, il n'est pas question de maintenir un système qui n'avait rien à voir avec ce qu'étaient les valeurs de l'Ancien Régime. On va abolir la conscription en 1815. Pas pour longtemps, car on a besoin quand même de troupes pour maintenir l'armée à un niveau d'effectif suffisant. Et en 1818, la loi Gouvion-Saint-Cyr, dont nous allons célébrer, si l'on veut, le bicentenaire, la loi Gouvion-Saint-Cyr restaure la conscription avec un service militaire de 6 ans dans l'active, de 6 ans dans la réserve. Là encore, c'est en fonction des besoins que l'on recrute, et aussi on introduit le système du tirage au sort. Il faut recruter par an 60 000 hommes. En gros, c'est ça l'objectif. Mais tirage au sort, recrutement en fonction des besoins, c'est ce qui va prévaloir désormais pendant longtemps. Et avec possibilité, à l'issue du tirage au sort, du remplacement. Quand une famille aura les moyens de le faire, elle pourra racheter en quelque sorte le fils qui a tiré le mauvais numéro, entre guillemets, et il pourra être remplacé par un jeune moins fortuné pour aller servir dans les rangs de l'armée. En 1824, le service actif est porté de 6 à 8 ans, mais on supprime en revanche les troupes de réserve. Et on a besoin d'un contingent annuel qui est porté maintenant à 60 000 hommes. On est dans la même philosophie, en gros, sous la monarchie de Juillet. La loi Soult de 1832 prévoit, elle, 7 ans de service, avec toujours un contingent annuel fixé selon les besoins, et puis toujours avec un système de tirage au sort et de remplacement. Tout cela est confirmé, institutionnalisé sous le Second Empire en 1855, et en 1867, la loi Niel réorganise encore tout le système face aux menaces qui se profilent à l'Est avec la montée en puissance de la Prusse. Simplement, il y a là du nouveau. Ceux qui ont tiré les bons numéros, qui ne sont pas appelés, ils seront quand même appelés à constituer une garde nationale mobile qui ne sera sollicitée qu'en temps de guerre. En fait, le remplacement demeure la règle quand cela s'avère possible, et cela va prévaloir jusqu'à la fin du Second Empire.
1872, la France a subi la défaite que l'on sait en 1870 et 1871. Eh bien, là, il faut qu'elle reconstitue ses forces. On a une loi militaire importante qui va établir l'obligation générale du service militaire, même si de nombreuses exemptions demeurent pour les ecclésiastiques, pour les instituteurs, entre autres. C'est un service militaire à propos duquel le contingent recruté, les jeunes concernés ne font pas tous la même durée. Il y a un tirage au sort. Ça peut être de 5 ans, ça peut être de 4 ans, ça peut être d'1 an, selon les cas. Les choses vont changer en 1889. Là, c'est le service obligatoire de 3 ans pour tous. Et la plupart des exemptions qui prévalaient auparavant disparaissent. C'est toute la campagne des anticléricaux sur le thème « les curés sac au dos » qui prévaut à l'époque. Il y a cependant des libérés conditionnels qui vont faire seulement 1 an pour des raisons diverses, les étudiants, les soutiens de famille, au lieu des 3 ans qui valent de manière générale. En 1905, le service obligatoire est fixé à 2 ans pour tout le monde. On voit disparaître complètement là, le tirage au sort et les dispenses prévues auparavant. Simplement, on va créer à ce moment-là les sursis pour les étudiants. Ça, c'est 1905. 2 ans donc, la montée des périls se précise en Europe, le décalage démographique entre la France et l'Allemagne fait que pour maintenir des effectifs jugés indispensables, en 1913, eh bien, on va voter la loi de 3 ans qui va faire l'objet de vifs débats, des débats qui vont avoir des échos aux élections du printemps de 1914, qui voient les tenants du retour à la loi de 2 ans l'emporter largement. C'est une coalition des gauches qui gagne ces élections du printemps 14. Alors on sait avec quel résultat au bout. Ceux qui pensaient revenir à la loi de 2 ans ont eu de quoi être déçus, évidemment, par la suite, puisque la France va être confrontée à l'immense épreuve de la guerre de 14-18. Une fois celle-ci passée, et notamment au début des années 20, alors qu'on commence à espérer une instauration durable de la paix à travers la nouvelle diplomatie, à travers la Société des Nations, on ramène le service à 18 mois en 1923. Pour le ramener même à 1 an en 1928. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'Allemagne voit son armée réduite à 100 000 hommes. Elle est surveillée par une commission de désarmement extrêmement vigilante. Et donc, la menace qui pourrait justifier un service militaire très long n'existe pas. Les choses vont changer en 1935, on va doubler le temps du service militaire, on va le porter à 2 ans, pour des raisons purement arithmétiques. 1935, on voit arriver à l'âge du service les jeunes nés en 1915. Or, évidemment, le creux de naissance considérable correspondant à la guerre de 14 a des effets au niveau de la génération suivante, et simplement pour maintenir les mêmes effectifs que précédemment, on est obligé d'avoir un service militaire à 2 ans. On est obligé de doubler la durée du service. Ce qui sera d'ailleurs un argument pour un certain Adolf Hitler pour justifier, en mars 1933, le réarmement de l'Allemagne. 1940... c'est le désastre que l'on sait, avec une armée d'armistice réduite à 100 000 hommes. On connaît ensuite dans quelles conditions l'armée française, à partir de la France libre, va se reconstituer progressivement à travers l'armée d'Afrique, et puis à la fin de la guerre, quand elle va participer à la victoire finale. 1950, le service militaire est réduit à 18 mois. Les combats qui se livrent en Indochine sont le fait de l'armée de métier.
En 1956, au moment de la guerre d'Algérie, quand Guy Mollet décide d'envoyer le contingent au-delà de la Méditerranée, eh bien, on va porter le service à 24 mois, avec même possibilité de le prolonger jusqu'à 28 mois. C'est évidemment un cas de figure là tout à fait exceptionnel. Quand la guerre d'Algérie se termine, au moment où la France entre dans une période de grande mutation sur le plan militaire, le général de Gaulle a fait le choix de l'arme nucléaire, il va réorganiser toute l'armée française en fonction de cette nouvelle donne. Ce n'est plus le volume des effectifs qui est décisif, c'est avant tout la disposition de moyens suffisamment modernes. Eh bien, en 1963, la guerre d'Algérie s'est terminée l'année précédente, on va ramener le service à 18 mois. Et puis, en 1970, on va continuer dans cette voie, sous la présidence de Georges Pompidou, avec un service désormais réduit à 1 an, ce qui, pour certains spécialistes, certains techniciens, apparaît un petit peu court, si l'on déduit la période de formation initiale, pour disposer de troupes correctement préparées dans la perspective à l'époque d'un éventuel conflit avec le bloc de l'Est, puisque nous sommes encore dans la période de la guerre froide. Alors ensuite, le service militaire va faire l'objet de débats, de contestations diverses. Ce qui va lui être fatal dans une large mesure, ce sont les événements qui surviennent en 1990 avec la guerre du Golfe. Saddam Hussein a envahi le Koweït, la France s'inscrit dans la coalition mise sur pied par les États-Unis, pour l'essentiel. Et là, on se rend compte que pour engager des troupes hors du territoire national, eh bien, il y a des contraintes extrêmement difficiles à surmonter quand on a des régiments d'appelés. Or, l'essentiel des troupes ou des unités susceptibles d'être engagées sur le théâtre irakien, il y avait des unités de blindés, il y avait des régiments d'infanterie classiques, il n'y avait pas seulement les troupes d'intervention traditionnelles fournies notamment par les unités légionnaires et parachutistes ou d'infanterie de marine, et donc il a fallu imaginer en fait un autre système au cas où on serait confronté à une nouvelle fois à une situation de ce type. Et c'est Jacques Chirac qui est élu président de la République en 1995 qui va prendre la décision d'en finir avec le service militaire, ce qui prendra acte à partir de 1996, c'est-à-dire pratiquement 2 siècles après la loi Jourdan de 1798. C'est la fin d'une institution qui a revêtu une importance majeure au XIXe siècle, notamment à partir de la Troisième République, parce que le service militaire était perçu comme un acte citoyen tout à fait essentiel. Il était entouré de tout un folklore qui était devenu pratiquement une tradition nationale, mais finalement, en 1996, il va disparaître. Cela suscite certes certaines critiques, mais dans l'ensemble, l'opinion va tout à fait adhérer à cette décision. Alors, décision qui est ultérieurement, 20 ans plus tard, remise en question du fait du développement du terrorisme, avec des projets éventuellement de garde nationale, mais tout cela reste encore pour le moment tout à fait incertain, sachant que la France peut difficilement, en termes de moyens, en termes techniques, renouer avec une conscription dont le coût de toute manière serait extrêmement lourd.
Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Sanders, que nos auditeurs connaissent bien, journaliste à présent, directeur de collection aux éditions Folfer, et il vient de publier un petit ouvrage intitulé « La désinformation autour d'Abraham Lincoln », justement aux éditions Folfer. C'est de ce sujet dont nous parlerons tout d'abord, qui va nous renvoyer, qui va nous ramener vers la période de la guerre de sécession, avec tous les débats que celle-ci peut engendrer. Mais il a publié aussi récemment un autre ouvrage, toujours aux éditions Folfer, qui s'intitule « Conquérant » et qui évoque les figures de 30 baroudeurs au tout début de l'Algérie française, entre la guerre de sécession et la conquête de l'Algérie. Et comme on sait dans quel camp va se retrouver Alain Sanders lors de la guerre de sécession, vous voyez, nous ne sommes pas dans l'historiquement correct aujourd'hui. D'autant que l'on aura les mêmes uniformes bien souvent. Il y a eu des zouaves pendant la conquête de l'Algérie et il y a eu des zouaves dans les deux camps, nordistes et sudistes. Ah oui. Le prestige de l'unité était tel que d'autres armées... il y a eu les zouaves garibaldesques, les zouaves avec les chemises rouges du côté des nordistes, et les tigres de Louisiane, par exemple, du côté sudiste. Ah, d'accord. Alors, Abraham Lincoln, tout d'abord. Abraham Lincoln, on sait, une icône absolument intouchable, parce que assimilé à l'abolition de l'esclavage. Le grand émancipateur. Voilà, le grand émancipateur des Noirs américains. Mais la réalité, il faut parfois faire le tri avec ce qu'est la légende. Et Alain Sanders s'est efforcé justement d'analyser tout ce qui avait pu être raconté à propos du personnage pour montrer les limites en quelque sorte de l'icône que l'on a voulu fabriquer, que l'on a voulu construire. Alors tout d'abord, Lincoln, de manière générale, pour nos téléspectateurs, rappelons rapidement qui il est, d'où il vient et quelles ont été les principales étapes de sa carrière. Alors la légende raconte qu'il est né dans une cabane, dans l'Illinois, et puis que, remarqué par son instituteur de la petite maison dans la prairie, il a fait des études et il est devenu avocat. Il est devenu avocat et il est rentré très tôt en politique parce qu'on nous parle de Lincoln. Quand il est connu en France, il est connu comme l'homme de l'émancipation. Oui, mais il a fait une carrière avant 1860, date de son élection. À partir de 1835, c'est un homme politique qui compte. C'est un membre du parti, les Whigs. Ce qu'on appelle les Whigs et les Tories à l'époque. Et puis après, le parti Whig va se transformer pour devenir le parti républicain, dont il sera l'un des chantres et l'un des leaders, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette carrière politique qui est passionnante, parce que ça va être l'avocat des grandes compagnies de chemin de fer, féroce pour exproprier les petits propriétaires pour faire passer les chemins de fer. Et à bien des égards, on le voit dans des procès où il défend des possesseurs des détenteurs d'esclaves, des propriétaires d'esclaves. Voilà le grand émancipateur qui commence quand même comme ça. Alors, il n'a pas une fibre sociale particulièrement prononcée. Comme un capitaliste féroce, c'est le talon de fer dont parlera Jack London plus tard. Et en même temps, c'est un monsieur qui défend bien les intérêts de ceux qui le paient bien. Voilà. Et alors, son attitude ou sa posture vis-à-vis de la question de l'esclavage, comment va-t-il apparaître au bout du compte, justement, comme le grand émancipateur? Très tard. Parce que j'ai fait un petit peu ce livre dans la collection La Désinformation, où il y a plusieurs sujets. Il y avait eu la guerre de sécession, dont nous avions parlé d'ailleurs ensemble. Et c'est après les événements de Charlottesville, où j'ai été outré de voir... Ah oui, c'est une réaction à chaud, là. Oui, vraiment. Oui, le livre a été écrit à chaud. C'est le principe de cette petite collection, où on peut aller plus loin grâce à la bibliographie. Et grâce au retour vers l'histoire. Voilà. Et de voir que l'on embêtait ce malheureux général Lee, qui lui avait émancipé, libéré ses esclaves, qui déclarait que l'esclavage était un mal absolu, et que l'on faisait une espèce d'icône, avec une statue gigantesque à Washington, où les gens vont s'agenouiller presque, de ce Lincoln, qui se foutait comme de l'an 40 de tout ce qui
touchait à l'esclavage. Ça le concernait dans la mesure où il parlait des races inférieures, et son grand souci, il faisait partie d'une association qui était American Decolonization, qui consistait à programmer le retour des Noirs vers l'Afrique. Vers l'Afrique. Alors il y a eu la belle expérience du Libéria, dont on sait qu'à peine arrivés, ils ont mis en esclavage les populations locales. Mais Lincoln avait des projets très sérieux, jusqu'en 1861-62 encore. Alors qu'en 63, il va faire sa déclaration sur l'émancipation. Il a des projets pour déporter, le mot n'est pas là, les Noirs en Guadeloupe, dans les Antilles en règle générale, en Amérique du Sud. Il y a un projet de colonie en Amérique centrale, on a même le nom, qui serait appelé Liconia, etc. Donc voilà un petit peu le personnage. Il est contre l'esclavage dans l'idée où il se dit les places qu'il y a à prendre, go west young man, on va conquérir tout ça, il faut garder ça pour les blancs. Il ne faut pas faire venir une main-d'œuvre servile comme les noirs. Donc c'est par un souci véritablement racialiste, voire raciste, de garder les bonnes places et les nouveaux territoires aux blancs, qu'il est contre le fait qu'il y ait de l'esclavage dans les États du Nord, qu'on l'abolisse le plus vite possible. On n'est pas du tout dans la logique qui a prévalu en Europe occidentale avec Wilberforce, avec Schœlcher, etc. Ah oui, non, pas du tout. Et qui aboutit à l'abolition chez nous en 1848 de l'esclavage. C'est tout à fait... C'est tout à fait autre chose dans son esprit. Oui, dans son esprit, c'est préserver les bonnes places. Et ces électeurs du Nord, d'ailleurs, il est élu sur le fil. Il est détesté dans le Nord. Il est plus détesté. Il y a des éditoriaux que je cite dans le livre, des éditoriaux de New York, de Boston, de Philadelphie, Parce que c'est un homme du Middle West. Oui, c'était un homme du Middle West, et puis c'était un fauteur de guerre dans l'esprit de ces éditorialistes. Et puis les Blancs du Nord se disaient, il est bien gentil de vouloir libérer les esclaves, mais ils vont venir travailler dans le Nord. Et les Noirs qui étaient déjà dans le Nord, ils se disaient la même chose. Ces nègres du Sud vont venir nous manger notre pain. D'où des émeutes terribles, les émeutes de New York extraordinaires, où il y a eu des émeutes raciales extraordinaires, où on a fait venir un régiment de Gettysburg qui sortait de Gettysburg. Il y a un film, Gang of New York, qui est un film très intéressant à ce sujet-là, où il y a des émeutes parce qu'on refuse la conscription. On refuse d'aller se battre dans le Sud pour finalement, pourquoi ? Oui, Gang of New York, c'est notamment les récents immigrés irlandais et italiens, irlandais, qui ne veulent pas passer par la conscription. Oui, parce que à leur imposer. L'idée et le vivier du Nord pour la guerre, c'était ces arrivées massives d'immigrants, notamment irlandais. On leur disait, vous vous engagez, et à l'issue de la guerre, vous serez américain. On fera des citoyens américains. Et alors, il lance cette idée d'abolition de l'esclavage pendant la campagne électorale présidentielle. Non, à la Maison-Blanche. Non, pas du tout. Il n'est pas élu là-dessus. Il n'est pas élu là-dessus. Il déclare même très nettement si je pouvais conserver l'Union sans libérer un seul esclave, je le ferais. D'accord. Que les gens se rassurent, je ne suis pas pour, au moins dans les États où ils existent, etc. Bon, et puis très vite, il y a quand même un lobby, comme on dit déjà, abolitionniste très puissant, qui a fomenté des troubles. Il y a eu l'affaire d'Harper's Ferry, où on a envoyé John Brown en Virginie, aujourd'hui occidentale, mais qui n'était que la Virginie à l'époque. Voilà, il y a beaucoup de mouvements de cet ordre-là. Oui, alors comment arrive-t-il à la rupture il arrive à la rupture avec les États du Sud il fait un coup de com'. Déjà, il est très très moderne pour ça. Il comprend en 1862 qu'il pensait que la guerre, il y a des textes aussi, on parle à fleur, demain à Berlin, quoi, mais là c'est demain à Richmond ou demain. Donc ils partent comme ça et puis ça se passe pas comme ça. Ben non, c'est plutôt le contraire, c'est les sudistes qui menacent Washington. Ils prennent des raclées terribles, les sudistes gagnent la bataille de Bull Run, Manassas, First Manassas, le premier. Donc ils sont aux portes de Washington, ils sont influents partout, dans le Maryland qui a été occupé militairement. Il y a des réseaux extraordinaires que l'on va retrouver
retrouvé dans l'assassin de Lincoln, John Wilkes, qui est originaire du Maryland. Il y a des réseaux. Alors donc il dit... Et puis il y a la France et l'Angleterre. Oui. Napoléon III qui est à 2 doigts de reconnaître les États du Sud. Les Anglais, idem. Alors il a cette idée extraordinaire de trouver la Sainte Croisade. Voilà comment vous, Anglais et Français, vous pourriez être aux côtés de ces abominables esclavagistes. Nous allons libérer le genre humain, les Noirs, etc. etc. Ouais. Donc il fait ça fin 1862 quand même, bien tard. La déclaration de 1863, enfin 1er janvier 1863, on est presque dans les mêmes dates, est un coup de com', voilà, très exactement, et qui ne va pas très loin. Parce que ça déclare l'abolition de l'esclavage dans les États du Sud, mais dans les États du Nord ou dans les États du Sud qui sont sous contrôle nordiste, comme le Maryland, on ne supprime pas l'esclavage. On ne supprime pas l'esclavage. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte une sorte d'argument de propagande sur fond de morale universelle. Et il le dira très, très honnêtement, parce que tout finit par se savoir, mais on le sait, il le dira à son ministre de la guerre, c'est une mesure militaire. C'est une mesure militaire. C'est pour essayer d'inverser un peu la tendance, parce qu'on est mal barré. Et quel était l'écho de cet argument dans la population nordiste, dans l'opinion nordiste? Très très mal reçu, parce que l'opinion nordiste est finalement plus opposée. Elle a pas cette vieille civilisation sudiste et cette habitude des Noirs et des Blancs qui finalement, les Blancs, même des grandes plantations, avaient une nounou noire. Une familiarité. Oui, les petites filles étaient élevées par une nounou noire, les petits garçons. Voilà, les gens du Nord, notamment de Baltimore ou de Philadelphie, quand ils vont dans le Sud, ils sont effarés. Ils sont effarés par la proximité. Il y en a un qui dit, j'étais dans une petite ville de l'Alabama et j'ai vu un Blanc traverser la rue pour aller serrer la main à un Noir de l'autre côté. Mais chez nous, c'est impensable. J'étais dans un train et il y avait une maman noire et une maman blanche qui étaient là, avec leurs gosses qui étaient là. Il y avait un paquet de gâteaux et les uns et les autres puisaient et se passaient les gâteaux. Inimaginable. Dans la bonne société du Nord, ça serait... On pourrait pas faire ça. Ce qui était le cœur de l'affrontement, alors, c'était la volonté de sécession du Sud, en fait, au-delà de la question. C'est ça, c'était de maintenir l'union à tout prix. Maintenir l'union à tout prix, parce que il y a véritablement dans le Nord une campagne pour dire à un moment, mais après tout, s'ils veulent partir, qu'ils partent. Au début, en 1841-1845, les 13 puis 15 États vont mettre sur la table des projets de sécession pour n'importe quel État. Les États-Unis, c'est pas une union à perpétuité, c'est une confédération, et la Constitution dit bien qu'à n'importe quel moment, un État on le regretterait, ça serait pas bien, mais pourrait choisir de partir. D'accord. Voilà. D'où les sudistes qui disent The South was right. On avait raison constitutionnellement, on avait le droit de partir. Mais l'opinion publique du Nord, sur ce terrain-là, soutient quand même Lincoln. Non, vont le soutenir les milieux d'affaires, les milieux capitalistes, mais les journaux, le New York Times, qui existe déjà, l'Herald Tribune, des journaux comme ça, ont des éditoriaux que l'on qualifierait de racialistes aujourd'hui. On n'en a rien à faire de sa guerre pour les nègres. Ah oui, d'accord. Il y a des appels au meurtre dans le Nord, c'est un sudiste qui exécutera la chose, mais dans le Nord, il y a des appels au meurtre terribles que je reproduis les textes contre Lincoln, en disant il est mûr pour la ville d'aliénés, où il nous emmène, qu'est-ce qu'il fait sa guerre, qu'est-ce que c'est maintenant? Alors il nous parle de libérer l'esclavage, mais regardons les autres pays. La France que vous avez citée, 1848, mais on peut citer l'Angleterre, on peut citer le Brésil, on peut citer la Colombie, on peut citer tous ces pays où l'esclavage existait, et en 3, 4, 5, 6 ans,
en désintéressant les propriétaires d'esclaves, en leur donnant 40-50% de ce que ça avait comme valeur, eh bien, ça s'est fait sans trop de heurts. Bon, ne soyons pas angélistes non plus, mais ça s'est fait sans trop de heurts. La question de l'esclavage se serait réglée de la même manière en moins de 10 ans. Elle n'existait déjà plus dans les border states, les États de bordure. Il y avait presque plus d'esclaves. Il y avait 15% de sudistes qui avaient encore des esclaves, et encore, il y avait 300 grands propriétaires d'esclaves. Les autres, c'était des petits fermiers qui n'en avaient pas. Et alors, Lincoln, au-delà de la question de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, c'est aussi quelqu'un qui va être un vainqueur impitoyable. Vous parlez à son propos de crimes de guerre, par exemple. Pas à son propos, parce que il va mourir assez tôt, mais c'est vrai que ces généraux, Grant, Sheridan, et celui de la marche, la marche à Atlanta, jusqu'à Atlanta, ça va nous revenir, peu importe, ce sont véritablement des crimes de guerre, et au regard de notre législation d'aujourd'hui, on peut parler de crimes contre l'humanité véritablement, avec des villages entiers brûlés, des populations massacrées, et on a effectivement des témoignages, Sherman, les colonnes infernales de Sherman, on pourrait dire. Donc, et tous ces gens-là, Grant, Sherman et Sheridan, vont laisser des mémoires où ils racontent combien leur rapport avec Lincoln sur ces propos-là, sur ces actions-là, était tout à fait légitimés et loués. Ils étaient félicités. Grant, je crois, non, je crois que c'est Grant, dit, quand je lui ai dit qu'il n'y avait plus, dans la vallée de la Shenandoah, il n'y a plus une ferme, il n'y a plus un bâtiment, il n'y a plus un bétail, il n'y a plus personne, il s'est mis à rire. Oui, c'est Westermann, après ça venait. Voilà, il ne reste plus un Vendéen sous les chevaux de nos, sous les sabots de nos chevaux. C'est exactement ça. Et puis ça a été un... Il a cautionné en quelque sorte les excès ou les crimes commis par certains de ses généraux. Oui, bien sûr, il a cautionné des exactions terribles. Et puis, au-delà de la question d'esclavage, pour les États-Unis, il a été un véritable dictateur. Et les États-Unis vivent encore sur ces restes-là, où il s'est arrogé le droit, par exemple, ça serait trop long pour nos téléspectateurs, auditeurs, mais il a abrogé l'habeas corpus. Qui est le droit anglo-saxon par définition. Ce qui laisse la porte ouverte à n'importe quel président américain qui le voudrait, de le faire en cas de nouvelle sécession, si j'ose dire, du Texas par exemple. Mais il a emprisonné des centaines de journalistes du Nord, ceux qu'on citait tout à l'heure et qui écrivaient trop. Il envoyait des foules brûler les imprimeries, il les mettait en prison, il interdisait la sortie du journal, il les privait de papier. Il y a eu des milliers de gens, la loi des suspects. Le type qui était pris à siffler Dixie dans une rue, eh bien, on l'envoyait en prison, sans jugement. Il est resté 3-4 mois. Il n'y avait plus l'habeas corpus. Il y restait. Donc, ça a été véritablement un dictateur. Un système dictatorial. Et qui s'est prolongé après lui. Après lui, c'est Ulysse Grant qui... Oui, c'est Grant qui est élu. Alors, si vous voulez, on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Peut-être qu'il aurait la reconstruction adouci. Toujours est-il qu'il est assassiné par un sudiste. Ça n'arrange pas les bidons, comme on disait à l'armée. Et il va y avoir une reconstruction, ce qu'on va appeler une reconstruction, qui est on met des Gauleiter dans les États du Sud. Ce n'est plus lui, il est mort. La guerre est finie. Il est assassiné à quel moment? Il est assassiné par, je vais regarder la date, je crois que c'est 14 avril 1865. 14 avril 1965, la paix a été signée 3 semaines avant. La capitulation d'Appomattox en mars est intervenue juste avant. Et alors, quelle est ultérieurement l'image qui est restée de Lincoln? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, l'idéologie des droits de l'homme l'a récupérée au même titre que Gandhi, Martin Luther King et quelques autres. Mais aux États-Unis, dans les décennies qui ont suivi, est-ce qu'il bénéficie ainsi d'une aura, d'un culte extraordinaire? Mais l'espèce de repentance déboulonnage que l'on connaît chez nous, où on demande de baptiser tous les noms de rue quasiment. Là-bas, ils l'ont aussi. Du coup, ils se sont penchés sur Washington.
le personnage. George Washington, oui, qui avait des esclaves. Qui avait des esclaves. Comme Jefferson. Jefferson, lui, il entretenait même un commerce de lit avec une de ses esclaves. Voilà. Il a eu beaucoup d'enfants mulâtres, Jefferson. Alors donc, on va peut-être lui pardonner, lui, parce qu'il faisait de la mixité. Mais donc, du fait de cette campagne, il y a des écrivains d'extrême gauche, parce qu'on pense souvent que ça vient des Noirs, des NSCAP, là, les Civil Rights. Ouais. Bon, eux, ils avaient... C'était comme ça, il y a des statues de Lincoln, il y a des statues de Lee, il y a des universités au nom du général Lee, il y a une autoroute qui va de la côte ouest à la côte est, qui s'appelle la Highway Lee Highway. Bon, on ne va pas la dématiser, bon, etc. On sait que c'est ridicule. Mais du coup, il y a des gens d'extrême gauche qui se sont penchés finalement sur Lincoln. Et quand j'ai fait mon travail, parce que j'ai travaillé avec beaucoup je fais une grosse bibliographie et je cite des noms, parce qu'on pourrait faire, bon, sur Lincoln, il y a 5500 bouquins. Alors, énorme, mais bien sûr, avec 5000 qui sont des hagiographies et 500 qui sont des relectures un petit peu de son œuvre. Et l'on voit paradoxalement dans ces milieux gauchistes déboulonneurs, on voit une relecture de l'œuvre de Lincoln en disant les gars, c'est pas exactement ce qu'on nous a dit. Voilà, l'icône se trouve ainsi remise en cause. Voilà. Alors donc je rappelle le titre de cet ouvrage, La désinformation autour d'Abraham Lincoln, donc aux éditions de l'atelier Folfer. Alors vous est-ce qu'on peut montrer celui-là qui est finalement la conclusion? Non, justement, nous avons encore quelques minutes pour en parler. Ah, pardon. Voilà celui-là qui est effectivement... Voilà, un autre ouvrage dans l'incendiaire, S'il a tué Lincoln, il évoque ainsi le personnage de Booth, le Brutus des sudistes, également aux ateliers Voilà, qui fait une belle conclusion au bouquin. Qui est la suite logique de cet ouvrage sur la désinformation concernant Lincoln. Alors, vous avez publié récemment aussi, je voudrais qu'on ait le temps d'en dire quelques mots, un autre ouvrage dans un domaine différent, Conquérant 30 baroudeurs des tout débuts de l'Algérie française. Je sais que ce monde de l'Algérie française vous est familier, vous y êtes très, très attaché, une nostalgie tout à fait sympathique. Alors, pourquoi cet ouvrage? Pourquoi ce retour sur les années 1830, 1840? Alors, d'abord, signaler que cet ouvrage fait partie d'une petite trilogie. Le premier s'appelait Centurion, et c'était 30 baroudeurs de l'Indochine française. D'accord. Le second s'appelait Mercenaires, les clins d'œil à l'Artéguy, les gens le retrouveront, et qui évoquait des mercenaires un petit peu depuis les origines, mais surtout de notre époque. Le rôle des Français, où il y a eu des mercenaires français partout au XXe siècle, et encore au XXIe, dans tous les combats. Et puis celui-là, Conquérant, qui est un ouvrage qui traite des tout débuts. Alors j'ai mis tout début de l'Algérie française parce que ça s'appelle le Bellique ottoman d'Alger. Ça n'existe pas. 1830, 1860, voilà, pour aller le plus loin possible. Et c'est vraiment les conquérants des tout débuts. Il y en a même un que j'ai gardé, qui est de 1815 et qui mourra avant 1830, mais dont l'ouvrage, il était espion à Alger et dont il a pris... C'est Boutin. Absolument, qui est là, et dont les ouvrages extraordinaires ont été utilisés pour débarquer à Sidi Ferruch. En termes de renseignements, ça a contribué à la préparation de l'expédition de 1830. Voilà. Donc l'idée, c'était de remettre un petit peu ces gens à l'honneur, parce que les gens qui sont nés en Algérie ou plus généralement au Maroc, Tunisie, connaissent ces noms-là, parce que ces noms... C'était même les noms des localités. Voilà, il y a Martin Pré, par exemple, que je cite, il y avait Martin Pré en Algérie, et puis il y avait Martin Pré du Kiss. Le Kiss, c'est ce petit ruisseau, ce gros oued qui se jette dans la Méditerranée et qui fait frontière avec l'Algérie, qui s'appelle aujourd'hui Hafir, qui est un mot berbère, au moins c'est un mot berbère. Qui veut dire la grotte, le trou. Et puis il y avait donc tous ces petits villages, Saint-Arnaud, quasiment tous les noms des gens que je cite là, au Mal. Alors je rends un hommage au duc, c'était le même nom. Oui, aux Orléans, là. Une fois n'est pas coutume, parce qu'ils se sont, notamment la bataille de l'Isly en 1844, les fils de Louis-Philippe ont été tout à fait de bons soldats, remarquables soldats. Voilà. Donc c'était cette idée-là.
D'accord. Et alors, il y a un certain nombre de personnages. Il est intéressant de rappeler qu'ils avaient fait leurs premières armes dans les armées napoléoniennes. Oui. On pense bien sûr à Bugeaud, Bien sûr. qui faisait ses premières armes pendant la campagne d'Espagne. Il était voltigeur, c'était un voltigeur. Mais il y en a d'autres Oui, bien sûr. qui, ensuite, en Algérie, vont tenir compte des expériences emmagasinées. Voilà, donc c'est des vieux briscards, bien souvent, parce que ils ont fait 1815. Disons, voilà. Certains vont être officiers gardés pendant la Restauration, qui les blanchit un petit peu de ce qu'ils ont pu faire. Qui a été bonne mère pour beaucoup. Voilà, pour beaucoup. D'autres vont rester des républicains farouches, et en sous-main vont continuer à faire de l'agitation jusqu'en Algérie, après le débarquement de tout ça. Mais la plupart du temps, c'est en même temps des soldats romains. C'est-à-dire que Hence et Aratro, ils ont pensé, par exemple Bugeaud dit, on a des soldats qui seraient très contents de rester ici, donnons-leur un peu de terre, un peu de quoi tenir pendant un an, des outils, et puis ils vont faire une petite colonisation, et dans des endroits improbables, et on va les voir petit à petit le faire. D'autres vont dire on a des prolétaires en France qui n'ont plus que la chemise sur le dos. Essayons de leur donner. Voilà. Et tout ça se passe relativement bien, malgré des zones difficiles, parce que les tribus dominantes, comme celle d'Abdelkader, n'ont pas vu venir ça d'un bon œil. Autant ceux qui étaient opprimés et tenus sous le joug ottoman ont accueilli, bien souvent, il faut le dire, les Français comme des libérateurs. Et se sont ralliés. C'était les tribus ralliées, notamment des tribus, il faut le dire, plutôt arabo-musulmanes, plutôt que les Kabyles, qui ont été le dernier foyer de résistance. Le dernier foyer, contre tout le monde. Ils résistaient ils ont résisté contre les Romains, ils ont résisté contre les Arabes, ils ont résisté contre les Vandales, ils ont résisté contre les Français, contre tout le monde. Et ils continuent de résister en ce moment encore. Bien, Alain Sanders, merci de nous avoir présenté trop rapidement ce dernier ouvrage. J'en rappelle le titre, Conquérant, 30 baroudeurs dans les débuts de l'Algérie française, aux ateliers Folfer. Merci beaucoup. Merci Philippe.